Alors, si on pouvait, voilà, c'est très bien. Donc, dans la deuxième partie, nous allons parler de deux choses. D'abord des nouvelles insulines, ou de ce qui peut se passer dans le futur en termes d'insuline. Et puis ensuite, Jean-Louis Chilinger sera sur les analogues du GLP-1 et du GIP, c'est-à-dire sur le tirzépatide essentiellement. Donc moi, mon sujet, c'est au-delà des insulines actuelles. Alors, il y a eu des réalisations prometteuses. Il y a aussi dans les insulines quelques désillusions de temps en temps. Alors, tout d'abord, l'insulinothérapie. Alors, comment je peux faire? Attendez, je vais me mettre. Est-ce qu'il a le micro baladeur là? Voilà, c'est ça. Parce que moi, je me déplace en général. Oui, oui, c'est très bien, c'est parfait. Regardez la partie droite de cette figure et la courbe en noir. Alors, cette courbe en noir est tirée d'un article qui a été publié dans Médecine et maladies métaboliques. Le premier auteur s'appelle Ronan Roussel. C'est quelqu'un qui était de grande qualité, qui est, je vous l'ai dit, qui est décédé il y a quelques mois dans un accident. Il était jeune, était un grand espoir de la diabétologie française, je crois. Toujours est-il qu'il a dirigé à l'époque une étude en essayant de regarder quelle était l'évolution du nombre de diabétiques traités en France par l'insuline. Alors si vous regardez ce schéma, vous voyez qu'en 2007, il y avait 640 000 Français traités par de l'insuline, que ce soit des diabètes de type 2 ou des diabètes de type 1. Et en 2015, il y en avait 960 000. Donc la courbe ne cesse d'augmenter, je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais on peut envisager que cette courbe aura encore augmenté en 2022 ou au-delà si on fait des enquêtes. Donc ça veut dire que l'insulinothérapie dans le diabète sucré est un problème qui est majeur. Alors des promesses, le plan. En devenir, les insulines hebdomadaires. Une réalité en peine de confirmation, les insulines ultra rapides. Tout à l'heure, M. Renard vous a montré des schémas sur les insulines ultra rapides. J'aurai également quelques diapositives en fin d'exposé sur les insulines ultra rapides. Et puis des désillusions ou des illusions. Alors, il y a toujours des types qui s'amusent à s'acharner sur les insulines orales. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Et il y a aussi des gens qui s'acharnent sur les insulines inhalées. Ça ne marche pas, ça marche mal et ça continue. Il y a toujours des gens qui cherchent à refaire ce que les autres ont fait et qui n'arrivent jamais à trouver la solution. Le rappel de quelques fondamentaux. Cette diapositive, Éric Renard vous l'a montré tout à l'heure, dont j'y reviens très vite. C'est l'évolution de la glycémie en rouge chez un sujet normal, et en dessous, en vert, les pics de sécrétion d'insuline et la sécrétion de l'insuline basale chez un malade, chez un sujet qui n'est pas diabétique. Donc une insulinosécrétion basale et des pics, des décharges insuliniques au moment des repas. Pour essayer de ramener, je vais aller assez vite là-dessus parce qu'Éric Renard vous en a parlé, les schémas basal-bolus classiques, des insulines basales en rouge, en haut, et des analogues rapides au moment des repas. Le problème, c'est que les insulines basales ne sont pas tout à fait basales, que les insulines rapides, les analogues rapides, ne sont pas suffisamment rapides. Donc ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est tout simplement de ramener le schéma qui est en haut au schéma qui est en bas, c'est-à-dire d'étaler autant que possible l'imprégnation insulinique par une insuline basale en essayant d'éviter les fluctuations, et au contraire de raccourcir le temps d'action des pics d'insuline au moment des repas. Donc ça, c'est la tendance. Alors, comment y arriver? Pour les insulines basales d'abord, vous avez les analogues lents de l'insuline, mais une solution, ce sont les insulines hebdomadaires. Alors, sur ce petit schéma, je vous montre ce qu'on a actuellement dans le magasin, comme on dit. Ça se situe en bas. L'insuline glargine avait son profil d'action. Si vous l'injectez à 20 heures, elle dure à peu près 24 heures, avec, vous le voyez, un profil d'action qui n'est pas un profil étal. Hein. Il y a un pic. Il y a un pic qui se situe à peu près 7 à 8 heures après l'injection de l'insuline. Si vous prenez l'insuline glargine U300, la Toujeo, c'est un peu plus long. Au lieu d'être 24 heures, c'est 36 heures.
C'est un peu plus étal que la glargine U100, mais ce n'est pas quand même parfait. Si vous prenez la Degludec, dont la durée d'action approxime les 48 heures, vous avez quelque chose, vous le voyez, qui est beaucoup plus étal au cours du temps, avec beaucoup moins de pics. Actuellement, la Degludec est sûrement l'insuline lente qui se répartit le mieux dans la journée. Mais ce n'est pas encore parfait. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça oblige à faire des injections d'insuline. Nous sommes dans le cadre de la qualité de vie, des injections d'insuline basale tous les jours, c'est quotidien. Donc pour essayer de court-circuiter la situation, il y a la solution des insulines hebdomadaires. Mais avant, je veux vous rappeler ceci, c'est que l'insuline Degludec, qui est dans le rectangle en grisé, tire son effet de retard de la présence d'une chaîne carbonée qui est greffée sur la molécule d'insuline et qui permet à l'insuline, une fois que vous l'avez injectée, à l'insuline de se protracter, comme on dit, c'est-à-dire que les 10 hexamères que vous avez, c'est la seringue 4, hein, les 10 hexamères que vous avez de l'insuline que vous avez dans la seringue, ou dans le stylo, quand vous injectez cette insuline sous la peau, ça forme des multi-hexamères qui obligatoirement ont besoin de se transformer en hexamères pour devenir actifs, qui sont libérés et qui ensuite pénètrent dans le torrent circulatoire. Et dans le torrent circulatoire en plus, à cause de l'acylation, il se fixe sur l'albumine, qui est en dessous, et le temps de libération de l'insuline sur l'albumine prolonge encore la durée d'action. Donc ça, c'est le principe de tout ce qu'on appelle les insulines acylées, qui sont fabriquées essentiellement par le laboratoire Novo. C'est un processus qui est très original et qui est vraiment la spécificité du laboratoire Novo. Les préparations insuliniques hebdomadaires, il y a plusieurs voies. La première voie, c'est d'abord de faire de la pégylation de l'insuline. J'aime pas ce terme, c'est-à-dire qu'on greffe, on combine plutôt l'insuline avec un polyéthylène glycol. Ce polyéthylène glycol est hydrophile, donc quand vous mettez de l'insuline à du polyéthylène glycol, ça forme une espèce d'amas visqueux et l'insuline se libère progressivement à partir de cet amas visqueux. Ça a déjà été utilisé avec l'insuline Lispro pour fabriquer une insuline lente. Ça a été une semi-catastrophe et ça a été retiré parce que ça faisait des hépatites. Je vous rappelle que le polyéthylène glycol, c'est un peu de choses près ce que l'on met dans les moteurs de voiture comme antigène. Hein. Alors vous voyez ce que ça peut donner. Alors quand vous le mettez dans votre radiateur, c'est fait également pour traiter les constipés, le PEG. Mais tant que vous le laissez dans le tube digestif, ce n'est pas grave. Quand vous l'injectez, c'est une autre paire de manches. Donc oubliez le polyéthylène glycol. Insuline FEC, c'est quoi? C'est la fusion de l'insuline avec une immunoglobuline. L'immunoglobuline a une demi-vie très longue, donc vous communiquez à l'insuline la demi-vie de l'immunoglobuline et vous allez prolonger par conséquent la durée d'action de l'insuline. Actuellement, je crois que c'est Lilly qui travaille sur cette voie, mais pour l'instant, il n'y a pas de... ça n'a pas progressé. Par contre, ce qui est en progression extraordinaire, c'est la dernière ligne, c'est-à-dire l'Icodec, qui est en voie d'expérimentation, elle est en phase 3, et qui est une insuline qui consiste à acyler la chaîne B de l'insuline, exactement comme on fait dans la Degludec, mais en plus, pour prolonger l'action de l'insuline, le laboratoire Novo a modifié 3 acides aminés, 2 sur la chaîne B et 1 sur la chaîne A, qui normalement servent à la fixation de l'insuline sur son récepteur. C'est-à-dire que l'insuline est moins affine pour le récepteur, elle se bobine moins sur le récepteur et elle se débobine moins vite également du récepteur. Donc ça, c'est une modification fondamentale qui fait que cette insuline, au lieu d'avoir une vie qui est de l'ordre de 48 heures, a une durée de vie qui est de l'ordre de 1 semaine. 1 semaine. Par modification du bobinage et du débobinage de l'insuline à partir de son récepteur. Alors ceci, c'est pour vous montrer ce qui s'est passé. En haut, vous avez l'insuline d'étémir, dont plus personne ne parle beaucoup, la Degludec. Chaîne A, c'est en bleu. Chaîne B, c'est en rouge.
Et sur l'extrémité ou sur l'acide aminé en B29, qui est de la lysine, il y a, vous le voyez, une chaîne que je vous ai représentée, qui est en hachuré et en noir, qui est le fameux acide aminé, la chaîne carbonée. C'est celle-là qui permet la protraction de l'insuline. Dans l'Icodec, c'est exactement la même chose, c'est en bas. Vous avez une chaîne carbonée, elle est un peu plus longue, au lieu de faire 16 atomes de carbone, elle en fait 20. Et surtout, vous avez 3 modifications sur les acides aminés qui sont indiquées par les carrés. Donc il y a le carré en B16, le carré en B25 et le carré en A14. Et c'est ça qui modifie le bobinage et le débobinage de l'insuline, et c'est ça qui est la modification fondamentale de l'Icodec. Alors qu'est-ce que ça confère à l'Icodec? Ça lui confère d'abord une durée de demi-vie qui est extrêmement longue, que je vous ai mis sur ce schéma, qui est extrêmement simple à voir. Si vous injectez de l'Icodec, par exemple, à la dose de 1 unité par kilo courbe noire, eh bien, vous voyez que la période de l'Icodec est de 196 heures. 196 heures. Donc, extrêmement long. Si vous regardez maintenant l'efficacité de l'Icodec, alors il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, en particulier celle-ci, je crois, qui est une étude phare, qui a été faite par un Américain qui s'appelle Rosenstock et qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Comparaison de quoi? Comparaison de, chez des diabétiques de type 2, comparaison de la glargine U100 contre l'Icodec sur l'hémoglobine glyquée. Alors vous voyez la courbe qui est en rouge, la baisse de l'hémoglobine glyquée sous l'influence de l'insuline glargine, et vous avez en noir l'influence de l'Icodec sur l'hémoglobine glyquée, la courbe en noir. Vous voyez que l'efficacité est à peu près la même, et même, si on regarde bien, l'efficacité de l'Icodec en matière de chute de l'hémoglobine glyquée est plus importante que celle de la glargine U100. Ceci chez des diabétiques qui n'avaient jamais reçu d'insuline, qui étaient, comme le disent les Américains, naïfs d'insuline. Si vous regardez maintenant les profils glycémiques des 24 heures, vous avez les courbes qui sont en haut, en rouge et en noir, qui sont avant la mise en route de la glargine et de l'Icodec, et en dessous, vous avez toujours la courbe en rouge, la glargine, et la courbe en noir, qui est celle de l'Icodec. Vous voyez que sur les profils glycémiques, l'action est exactement la même. Donc vous pouvez dire aujourd'hui que Icodec et glargine U100, c'est-à-dire la Lantus, qui est la référence des analogues lents de l'insuline, c'est, disons, à peu près bonnet blanc et blanc bonnet, c'est à peu près la même chose. Donc l'efficacité est garantie. Autre question, est-ce qu'elle est sûre? Sûreté en matière d'hypoglycémie. Alors, sûreté en matière d'hypoglycémie, en noir, vous avez les hypoglycémies sous Icodec, hypoglycémie entre 70 et 50 mg par décilitre. C'est-à-dire ce que M. Éric Renard vous a défini tout à l'heure comme les hypoglycémies de niveau 1. Alors là, c'est un peu embêtant parce qu'il y a un tout petit peu plus d'hypoglycémie de type 1 avec l'Icodec qu'avec la glargine U100. Vous voyez qu'il y a une différence sur la gauche entre la colonne rouge et la colonne noire. Si vous regardez par contre les hypoglycémies plus sévères, celles qui sont de niveau 2 ou de niveau 3, c'est-à-dire avec des glycémies inférieures à 54 mg par litre, vous voyez que c'est la même chose. Donc il n'y a pas plus d'hypoglycémie sévère avec l'Icodec qu'avec la Lantus. Un deuxième problème qui se pose, est-ce qu'en bidouillant la molécule d'insuline, on ne va pas réveiller l'effet mitogène de l'insuline? Il y en a certains qui ont dit que les insulines pouvaient avoir des effets mutagènes. C'est faux. L'insuline n'est pas mutagène. L'insuline, par contre, peut être mitogène. C'est-à-dire que chez quelqu'un qui a déjà un cancer, qui l'attend quelque part, en donnant de l'insuline, si elle a un pouvoir mitogène fort, elle peut faire accélérer
la prolifération du cancer. Par contre, l'insuline est incapable de novo de créer un cancer. Je vous demande de saisir la différence entre la mutagénicité et la mitogénicité. Ce n'est pas la même chose. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'insuline humaine. C'est la concentration sur l'horizontale, la concentration de l'insuline, et sur la ligne verticale, c'est l'affinité de l'insuline pour le récepteur de l'IGF-1-alpha, qui est un puissant facteur de croissance. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour l'insuline humaine? Vous voyez une courbe, qui est une courbe de type sigmoïde, et vous voyez que pour l'icodec, la courbe est déplacée vers la droite. Ce qui signifie tout simplement, je vous interprète la courbe, que l'insuline icodec est moins mitogène que l'insuline humaine. Ce qui est tout à fait rassurant, puisqu'il faut davantage d'insuline pour obtenir la même affinité sur le récepteur de l'IGF. Donc de ce côté-là, on peut être rassuré. Les insulines hebdomadaires, perspective prometteuse, oui, et pourquoi? La première, bien sûr, c'est que, je vous l'ai dit, les insulines lentes, on est obligé de faire des insulines quotidiennes, tandis que là, insuline hebdomadaire, on fait une injection toutes les semaines. La stabilité pharmacologique est plus élevée que celle des insulines lentes actuelles. Le troisième point, c'est que dans un avenir peut-être proche, on pourra concevoir des formulations prémixes, des coformulations, dans lesquelles on mettra de l'insuline hebdomadaire et du tirzépatide hebdomadaire. Ce n'est pas exclu. Alors à ce moment-là, vous voyez un petit peu l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diabétiques qui s'en tireront, des diabétiques qui échappent au traitement classique par antidiabétiques oraux. On fera un single shot d'insuline une fois par semaine, associé avec du tirzépatide, et l'affaire sera réglée, fini les injections quotidiennes et fini les bidouillages infâmes en matière de surveillance de glycémie. Ça, c'est l'avenir du futur. Alors, je vous l'ai mis là-dessus. Actuellement, on fait une insuline basale quotidienne. On peut faire un incrétinomimétique hebdomadaire, donc ça facilite déjà sérieusement les choses. On peut très bien concevoir demain que l'on fasse une insuline basale hebdomadaire et un incrétinomimétique hebdomadaire, puisqu'ils existent déjà, le sémaglutide et le dulaglutide. Mais dans un avenir encore plus lointain, on peut très bien concevoir l'association dans la même préparation d'une insuline hebdomadaire et de tirzépatide. Et là, alors, il y aura une avancée spectaculaire dans le domaine du traitement du diabète sucré. Au-delà des promesses, les promesses qui peinent à être confirmées. Pour moi, ce sont les insulines ultra rapides. Alors j'en parle très vite, puisque Éric Renard vous en a déjà parlé. Le principe des insulines ultra rapides, que ce soit l'ultra rapide Lispro ou l'ultra rapide Asparte, c'est tout simplement de mettre à l'intérieur de l'insuline un excipient qui permet une pénétration plus rapide de l'insuline quand on l'a injectée au niveau du tissu cellulaire sous-cutané. Alors, les laboratoires ont élaboré différentes sauces. Il y a des différences, bien sûr, entre la Faster Asparte, ultra rapide Lispro, etc. Je vous parlerai des biochaperones Lispro, vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, ce qui existe déjà en magasin. J'ai pris la Faster Asparte, j'aurais pu prendre l'ultra rapide Lispro. Sur la partie gauche de cette figure, vous avez la comparaison des deux insulines, quand on les injecte, l'influence sur les incréments, c'est-à-dire les augmentations de la glycémie postprandiale. Courbe en noir, vous avez l'insuline Faster Asparte, et courbe en rouge, vous avez l'insuline Asparte. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que quand vous mettez de l'insuline Faster Asparte, vous écrétez davantage de moins 20% l'augmentation des glycémies, mesurée par l'air sous les coups.
Quand vous faites la même chose chez les diabétiques de type 1, c'est encore plus faible, c'est moins 8%. Donc c'est pas grand-chose. Hein. Alors la deuxième chose, je ne sais pas si c'est sur la diapo qui suit ou sur une autre. Alors, c'est sur cette diapo. Le problème, c'est que quand on regarde, et ça Renard vous l'a dit, quand on regarde sur les résultats sur l'hémoglobine glyquée, c'est pas brillant, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Vous avez ici, toujours en noir, l'insuline Faster Aspart, l'insuline Aspart, la comparaison chez les diabétiques de type 1 qui étaient traités par un schéma basal-bolus, et vous voyez que le différentiel en fin d'étude, au bout de 26 semaines de suivi, le différentiel est de 0,15% sur l'hémoglobine glyquée. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est rien du tout, c'est peanuts, comme dirait l'autre. Alors ça s'explique assez simplement. Ça s'explique de la manière suivante, c'est que la glycémie postprandiale... Ah, pourquoi ça n'a pas marché cette affaire hein? Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi. Voilà. Oh, zut. Ah. Ah, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça saute. On passe... Ça y est, voilà. Les préparations à l'insuline ultra rapides. La glycémie postprandiale, dans le diabète de type 2 au moins, a un impact sur l'hémoglobine glyquée qui ne dépasse pas 1%. C'est-à-dire que si vous avez un diabétique qui a 8% d'hémoglobine glyquée, un diabétique de type 2, et si vous éradiquez complètement les glycémies postprandiales, vous allez gagner 1% d'hémoglobine glyquée. Vous ferez passer le sujet de 8% à 7%. Alors supposez que votre sujet est une baisse de l'hémoglobine et est une réduction de l'hyperglycémie postprandiale de 5%. 5% de 1%, ça fait 0,05% sur l'hémoglobine glyquée. Si la réduction de l'aire postprandiale est de 30%, 30% de 1%, ça fait 0,3%. Donc dans le meilleur des cas, les insulines ultra rapides ne feront baisser l'hémoglobine glyquée que de 0,05% dans le plus mauvais des cas, et dans le meilleur des cas de 0,3%, ce qui sont des réductions très faibles. Alors l'idée des laboratoires qui fabriquent des insulines ultra rapides, c'est d'essayer d'obtenir des insulines encore plus ultra rapides. Pour cela, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Je vous ai mis en haut une protéine qui est enroulée, qui peut être l'insuline, et en pointillé, je vous ai mis la modification de structure de l'insuline lorsque vous l'injectez dans le tissu cellulaire sous-cutané. Normalement, l'insuline, comme toute protéine, quand elle est sécrétée dans une cellule, est protégée par une autre protéine qui l'emmitoufle, qui l'entoure, et qui s'appelle une chaperonne. Donc l'idée du laboratoire Lilly, en l'occurrence, c'est d'emmitoufler l'insuline, préparation insulinique, dans sa chaperonne, pour qu'elle soit protégée tant qu'elle est dans la seringue ou tant qu'elle est dans le stylo. Et quand vous l'injectez, à ce moment-là, la biochaperonne s'ouvre, libère l'insuline, qui est à ce moment-là sous sa forme naturelle, sous sa forme de structure tridimensionnelle idéale, et qui va agir donc immédiatement. Et vous allez avoir comme ça une insuline vraie, ultra rapide. Alors en faisant ça, le laboratoire Lilly a déjà commencé son affaire. Avec ça, vous obtenez des réductions d'aires postprandiales qui ne sont plus de 20% ou de 8%, comme je vous les ai montré tout à l'heure, mais de 50%. Et 50% de 1%, ça fait quand même 0,5% d'hémoglobine glyquée. Donc si le laboratoire Lilly arrive à ses fins, s'il arrive à mettre au point ce type d'insuline, c'est des chutes à ce moment-là d'hémoglobine glyquée de 0,5% que l'on verra, et non pas ces petites chutes d'hémoglobine glyquée qui sont actuellement
en moyenne de 0,10% et pas plus. Ça, c'est le chapitre donc des insulines ultra rapides. Après, je vais passer assez vite là-dessus. Je vois que le temps passe. Les insulines orales. Alors, les insulines orales, ça consiste tout simplement là, à emmitoufler l'insuline, à l'encapsuler pour qu'elle ne soit pas détruite, bien sûr, par les enzymes du tube digestif, parce que ce n'est pas la voie d'administration naturelle de l'insuline. Il y a certains qui ont utilisé des inhibiteurs des protéases intestinales pour qu'elles ne soient pas dégradées. Il y en a d'autres qui ont combiné l'insuline avec des sels biliaires, des sels d'acide gras pour augmenter l'absorption. Il y a eu toute une série d'essais qui ont été faits avec les insulines orales. Le résultat, je vais passer là-dessus assez vite, c'est que l'efficacité et la sécurité n'est pas garantie, en particulier en termes de mitogénicité, parce que vous êtes obligé, avec les insulines orales, pour obtenir le même effet qu'avec des insulines injectables, je passerai vite sur la diapositive qui suit, vous êtes obligé de donner des doses qui sont faramineuses, au lieu d'être obligé de donner, par exemple, la biodisponibilité, c'est la 4e proposition, est à peine de 2 à 4%. C'est extrêmement faible. C'est-à-dire que si vous donnez l'équivalent pour obtenir un effet thérapeutique avec de l'insuline orale, pour faire baisser la glycémie, il faut utiliser des doses, vous les avez en dessous, de 500 à 1000 unités d'insuline. Donc quand vous mettez 500 à 1000 unités d'insuline dans le tissu, dans le tube digestif, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des effets de mitogénicité sur les cellules intestinales. Le passage à travers la barrière intestinale est totalement aléatoire et la reproductibilité, bien sûr, d'un jour à l'autre, n'est pas assurée. Donc les insulines orales actuellement, je crois qu'elles sont complètement dans le, comme on dit, dans le décor. Je passe là-dessus. Et juste pour terminer, je vous mets les insulines inhalées. Le premier essai de l'insuline inhalée, c'est le laboratoire Pfizer qui l'avait fait avec une insuline qui s'appelait l'Exubera et qui a très rapidement disparu du marché. Elle a été commercialisée aux États-Unis pendant un certain temps, mais les gens très rapidement ont fait des problèmes d'intolérance pulmonaire. Elle était très mal tolérée. L'Exubera, les malades n'en ont plus voulu et l'Exubera a disparu. Elle a été suivie ensuite par un nouvel essai avec un nouveau laboratoire, une petite société américaine qui s'appelle, vous le voyez, la société Mankind, qui est une société californienne, qui a pris le relais en fabriquant une insuline inhalée qui s'appelle l'Afrezza. Alors l'Afrezza, je crois, est encore commercialisée aux États-Unis, mais j'avoue qu'elle n'a pas un succès considérable. Quel est le principe? Vous prenez de l'insuline ordinaire, vous mettez un excipient autour, vous l'englobez dans une microsphère, elle cristallise, vous la cultivez en microparticules, et ceci à pH acide. Donc vous avez des technosphères qui sont de petite taille, le diamètre est marqué en dessous, 2 à 2,5 microns. Donc ce sont des technosphères inhalées, on inhale ça, on le pulvérise par le nez, ça descend dans les bronches. Arrivé dans les bronches, qu'est-ce qui se passe? Le pH à ce moment-là devient neutre, pH 7. Donc on passe d'un pH acide de la préparation à un pH neutre. Et à pH neutre, qu'est-ce qui se passe? L'insuline est libérée tout simplement de sa technosphère et devient active. Donc c'est le principe de l'Afrezza. Ça c'est très joli sur le papier. Alors ça marche bien sûr. Quand vous regardez les taux d'insuline, là je vous ai mis un analogue en noir classique de l'insuline injectée par voie sous-cutanée, en noir, donc profil. Et puis en rouge je vous ai mis l'Afrezza. L'Afrezza se comporte comme une insuline ultra rapide. Elle est absorbée très vite. La partie qui est absorbée très vite, avec un pic extraordinaire d'insuline dans les 10 minutes qui suivent l'inhalation de l'insuline Afrezza. Mais,
le mais c'est là, la contrepartie, c'est que pour obtenir le même effet avec de l'insuline injectée et avec de l'insuline Afrezza, alors là c'est une comparaison de l'insuline asparte contre l'insuline Afrezza, en apparence l'effet est à peu près le même quand vous le regardez sur les glycémies et sur les hémoglobines glyquées. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ce que j'ai mis tout à fait en haut, la dose d'Afrezza utilisée est de 110 unités par jour, alors que la dose d'asparte est de 25 unités par jour. C'est-à-dire qu'il faut 5 fois plus d'Afrezza pour obtenir le même effet qu'avec une insuline asparte classique, avec un analogue rapide de l'insuline. Alors ça, c'est un inconvénient. Après, je crois qu'il y a des inconvénients également un petit peu sur le plan pulmonaire, mais l'Afrezza est actuellement complètement elle est utilisée, je crois, aux États-Unis. Les malades n'en sont pas très contents et le laboratoire qui le fabrique ne fait pas des choux gras avec l'Afrezza. La conclusion sur l'insuline Afrezza, pourquoi ça ne passe pas? Bon, alors, je vais directement à la conclusion avec 3 conclusions majeures. Les insulines hebdomadaires, une promesse qui va sûrement devenir une réalité dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Les insulines ultra rapides, une réalité, mais ils ont des progrès à faire. Alors, est-ce que la voie des biochaperones permettra de résoudre le problème? Peut-être. Enfin, ils ont des progrès à faire. Quant aux insulines, par ce qu'on appelle les voies alternatives, orales et thérapeutiques, on en parle depuis des années et des années, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Et là, je crois qu'on est dans l'impasse thérapeutique. Voilà quelle était ma conclusion. Merci.